Salut la commu, aujourd'hui un épisode spécial car c'est le premier épisode d'une longue série. C'est une émission qui va être diffusée sur la chaîne de Café Crème Club. L'objectif de cette émission, c'est de présenter en moins d'une heure un de nos partenaires. Donc l'épisode s'appelle Prime. On reçoit que des gens Prime. Aujourd'hui, on reçoit notre expert comptable dans nos activités qui sont présentes entre Londres, Paris et Dubaï. Et j'accueille monsieur Chabir Djakoudine. J'ai commencé au cabinet, mais vraiment de scratch, de zéro. J'avais aucun client. Bien sûr. Pour tout entrepreneur qui nous écoute, comment avoir son premier client? La question, on est là, qu'est-ce que je fais? Et donc ça a commencé comme ça. J'ai visité 125 pays dans le monde. Chapeau. À ce jour. T'es trop loin de moi, sinon je préférerais la main. Ils sont venus chercher des Kalachnikov à l'aéroport quand même. Hein. Ah ouais. Ah oui, c'est Nigeria, c'était très très dangereux à l'époque. J'ai une maison en France, j'habite en Angleterre. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déclare ma maison en France ou pas? Sachant que je paye déjà l'impôt en France. On a besoin de s'habiller, manger, boire. On a aussi besoin d'avoir un comptable. Ça fait partie, tu vois, du cycle de la vie. Tout à fait. Enchanté Chabir, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. Merci pour m'avoir invité ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour ta disponibilité. À moi. Heureux que tu sois à Dubaï avec moi et que tu as accepté cette invitation pour ce premier épisode. J'espère d'une longue liste. Alors Chabir, on s'est connus il y a combien de temps? Attends, t'as connu Ibrahima en 2019. Ouais, exactement. Tu t'en souvenais plus parce que bon, forcément, tu dois rencontrer je sais pas combien de personnes dans ton circuit. Mais Ibrahima, c'est toujours souvenu de toi. Et il nous parlait de toi quasi chaque année. Faut qu'on contacte Monsieur Chabir. Faut qu'on contacte Monsieur Chabir. 2020. Ça, c'est une 21. bonne chose, ça. Quelqu'un se souvient de toi comme ça, de manière positive ouais. En plus. Je raconterai l'anecdote après, mais parce que c'est une anecdote qui est aussi... moi, je dis, il n'y a pas de hasard, hein, à part le joueur de foot Eden Hazard, mais il m'en parlait chaque année, en fait. Et puis, l'année dernière, il y a 1 an et demi, on a pris contact avec toi. Tu as été super réactif, super disponible. Pourtant, tu es le patron de Heureux Accounting, et on expliquera un peu ce que c'est. Et aujourd'hui, tu es là. Exactement. Donc, qu'est-ce que c'est? Qui est Chabir et qu'est-ce que c'est Heureux Accounting? Alors, longue histoire. I know. Donc, moi, je suis expert comptable. Je suis diplômé en France. Donc, j'ai fait mes études en France. J'ai travaillé en France en cabinet. Okay. Et puis, en fait, j'ai eu la passion de l'international depuis le départ. Alors que j'étais très, très jeune, j'avais cette fibre de l'international. Okay. Donc, j'étais en cabinet en France, à Paris, et j'ai souhaité partir en Angleterre pour apprendre l'anglais, améliorer mon anglais, et puis aussi découvrir peut-être un autre pays. Ça, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore Internet, enfin, il n'y avait pas tout ça. Okay. Voilà. Donc, il fallait trouver un emploi en Angleterre, on envoyait des CV papier, par courrier, etc. Bon, voilà. J'ai trouvé un emploi en Angleterre, en cabinet, et j'ai travaillé là-bas. Et puis après... Alors, tu as dû te mettre à niveau, je suppose. Parce que oui, voilà, effectivement, parce qu'il fallait tout apprendre. Bien sûr. Donc, la comptabilité anglaise et la comptabilité française, c'est deux choses complètement différentes. Donc, c'est vrai que j'ai passé ma vie à étudier. Même aujourd'hui, j'étudie encore. Donc, c'est tout le temps étudié. Donc, j'ai appris la fiscalité anglaise, j'ai appris la comptabilité anglaise, j'ai appris les mots techniques anglais. Bon, je parlais déjà anglais, mais voilà, et puis la culture, etc. Donc, c'était comme quelque chose de très important pour moi. T'es arrivé où, à Londres, c'est ça? Je suis arrivé à Londres, effectivement, oui. Ça marche. À ce moment-là, Londres, c'était comment? Alors, je sais qu'en Europe, en ce moment, l'activité économique dans certains pays est en train de baisser, dû à l'inflation, dû à pas mal le contexte général. Mais à Londres, à ce moment-là, ça devait être le boom, non? Londres à l'époque, toujours maintenant d'ailleurs, tout le monde veut aller à Londres. Peut-être pas tout le monde, je dirais, mais beaucoup de gens veulent aller à Londres. C'est vrai. La première chose, c'est vraiment pour la langue. Aujourd'hui, l'anglais, c'est important. On ne peut pas vivre sans anglais, c'est clair, au final. C'est clair. Donc, Londres, avant le Brexit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes venaient de partout en Europe. Hein, ils prenaient des emplois dans les restaurants, etc. Mais tout le monde voulait venir. Là, maintenant, c'est plus compliqué forcément avec le Brexit. Mais moi, je parlais déjà anglais. Et pour moi, c'était vraiment pour apprendre quand même quelque chose de différent. Bien sûr. Tout simplement. Donc là, tu arrives à Londres, tu travailles pour un cabinet comptable. Et donc, tu apprends forcément les lois fiscales du pays. Et c'est à quel moment tu fais ton switch pour te dire, je crée mon cabinet? Alors non, c'est encore long. Le cabinet, il n'est pas tout de suite là. Ok, donc là, tu es en mode charbon. Voilà. Donc ça, c'était en 98-99. Okay. Et puis après, je voulais aller ailleurs encore. Okay. Donc, en fait, au départ, je me suis dit, je vais peut-être me déplacer. Et j'ai trouvé un emploi en Suisse. D'accord. Donc, j'étais embauché par une société, c'était pas un cabinet cette fois-ci, une société à Genève. Et ils m'ont offert le poste d'auditeur international. Auditeur interne. Et ça consistait en quoi? Ça consistait à voyager dans le monde entier.
comme j'adore voyager, très Nickel. bien. Et puis je parle espagnol aussi en même temps, je parlais un peu allemand, donc pour eux c'était très très bien. Donc ils ont créé ce poste-là pour moi. D'accord. Et pendant 4 ans pratiquement, je passais mon temps à voyager. À un moment donné, j'avais même pas de logement puisque je voyageais. Donc, ton logement, c'était l'avion. Voilà, exactement. Je restais 3 semaines au Pérou. Et puis ce qui était bien, c'est que je pouvais profiter de la vie. C'est-à-dire que j'allais au Machu Picchu au Pérou, j'allais n'importe où dans le monde, j'allais au Venezuela, j'allais voir les chutes, etc. Je lève mon doigt, je confirme, hein, ça c'est une vraie anecdote. Jabir, je l'ai connu donc, il y a 1 an et demi, on a commencé à échanger. Et depuis 1 an, il m'a envoyé peut-être une dizaine de photos, à chaque fois dans des lieux inédits. Les pyramides, tu m'as envoyé. Tu m'as envoyé, t'étais à Riyad. Exactement. T'étais en Asie, je ne sais plus quel pays, tu m'avais envoyé un autre Japon. truc. Japon. Là, j'étais au Japon récemment. Enfin, bref, là. donc c'est réel. C'est-à-dire que tu es vraiment quelqu'un qui aime voyager et qui aime comprendre la culture de chaque pays. Et j'ai fait 125 pays dans le monde. J'ai visité 125 pays dans le monde. Chapeau. À ce jour. T'es trop loin de moi, sinon je te serrais la main. Mais magnifique. Ok. Voilà. Et donc ça, c'est quand tu étais en Suisse, donc je voyageais. Ouais, voilà. Okay. Après, ma situation personnelle a changé. Je me suis marié. Ma femme, elle est anglaise. Elle est médecin. Elle est venue travailler, habiter en fait avec moi à Genève. Elle a appris le français pendant 1 an. Mm-hmm. Et la 2e année, elle a travaillé au WHO, donc à l'Organisation mondiale de la santé, et aussi dans un hôpital suisse, en français. Ok. Donc, et ensuite, elle voulait peut-être rentrer un peu en Angleterre, donc je me suis dit, on va rentrer en Angleterre. Mais entre-temps, j'ai aussi changé d'emploi parce que je voyageais beaucoup. Et comme avec la vie familiale, le nouveau marié, voilà. Donc, elle a voyagé avec moi aussi pas mal. Et j'ai travaillé chez Deloitte, dans la fiscalité. Dans très gros cabinet. Voilà, exactement. C'est un Big Four, l'un des plus gros cabinets du monde. Donc, c'était très, très intéressant. Fiscalité suisse, internationale, etc. Donc, c'est là que j'ai commencé vraiment à rentrer dans la partie fiscale. Et d'ailleurs, mon mémoire d'expertise comptable, je l'ai fait sur la fiscalité internationale. D'accord. Et ensuite, voilà, donc j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable. Donc, j'ai étudié pratiquement 10 ans entre les études que j'avais fait en France. J'ai fait un DEA, diplôme d'études approfondies. J'ai commencé mon doctorat aussi en même temps que l'expertise comptable. Donc, voilà. Et puis, le mémoire d'expertise comptable, 3 ans. L'examen final. Donc, pratiquement 10 ans, si tu vois, entre le bac et puis le diplôme final d'expertise comptable. Donc là, tu retournes en Angleterre? Non, pas encore. Donc, après, on est parti faire un tour du monde. Donc, avec ma femme, voilà, on est parti faire un tour du monde. Non. Donc, elle a trouvé un emploi en Nouvelle-Zélande. Et donc, on est parti là-bas. Et on est resté plusieurs mois là-bas. Donc, on a acheté une voiture. Et puis, le but, c'était vraiment de voyager. À nouveau, donc, on a pris un logement, on a pris une voiture. Et puis, tous les vendredis, samedis, dimanches, on partait en voiture. Et puis, on découvrait le pays. Ouais. Donc voilà. Et puis après, on a fait beaucoup d'autres pays aussi, Bali, etc. C'est dans la région, quoi. Donc, fait... Non, c'était vraiment autour du monde. Donc on est parti, on a fait 7, 8, 9 pays. Donc on est resté. En fait, c'était un billet ouvert, c'est-à-dire que tu pouvais partir quelque part et puis rester autant de temps que tu voulais. Okay. Donc on pouvait rester en Nouvelle-Zélande plusieurs mois, comme on pouvait rester 15 jours quelque part. Comme, voilà. Donc voilà. Et puis finalement. Alors qu'est-ce que ça t'a permis de visiter tous ces pays-là à ce moment-là? Alors non, parce qu'on est avec... donc il y a beaucoup de pays que je connaissais déjà. Okay. Donc la Nouvelle-Zélande, je ne connaissais pas. Les Fidji, je ne connaissais pas. L'Australie, je ne connaissais pas. Et puis tous les autres pays d'Asie, pratiquement tous, je les connaissais. Les États-Unis, je les connaissais. Donc voilà. Donc ça m'a permis peut-être de visiter 3-4 nouveaux pays durant ce voyage. Okay. Mais pendant que je travaillais en Suisse, j'ai visité des pays africains. Comme le Togo, le Sénégal, le Bénin, le Ghana. Enfin, c'est des pays où on n'y va pas en général tout le temps en vacances, surtout le Sénégal. Enfin, le Sénégal, c'est bien pour les vacances, mais le Nigeria, par exemple, on n'y va pas très souvent en vacances parce que c'est assez dangereux. Ils sont venus chercher des Kalachnikov à l'aéroport quand même. Ah ouais. Ah oui, Nigeria, c'était très très dangereux à l'époque, mais il y avait vraiment 2 voitures avec des gars avec des Kalachnikov. Ah oui, ça c'était l'époque. Donc, voilà. Après, aujourd'hui, je ne sais pas, ça a peut-être changé, mais à l'époque, c'était très, très dangereux. Donc, je travaillais dans la société et à chaque fois, on avait des gardes du corps qui venaient avec nous quand on voyageait. Donc, ça, c'est quand je travaillais en Suisse. Okay. Voilà. Okay. Donc, après, voilà, on a voyagé. Et puis, on s'est posé en Angleterre en 2004. Okay. Voilà. Et donc, on est arrivé là-bas et j'ai commencé à travailler. En Angleterre, donc j'étais auditeur aussi, et puis là aussi je voyageais, donc j'étais manager dans une multinationale américaine et je voyageais aussi pas mal, et puis je suis resté 4 ans dans la société, 4-5 ans, et en 2010 j'ai décidé vraiment d'arrêter de voyager pour le travail, et je me dis qu'est-ce que je vais faire maintenant, donc, tiens, pourquoi ne pas créer un cabinet. Donc
rebelote. J'ai commencé à réapprendre à nouveau. Il faut que tu t'updates, forcément. Oui, voilà, la fiscalité. J'ai passé des examens, etc. Surtout en fiscalité puis en droit. Okay. La comptabilité, bon salaire quand même. Et puis j'ai passé donc ces examens et puis j'ai commencé au cabinet, mais vraiment de scratch, de zéro. Donc j'avais aucun client. Je savais pas comment acquérir un client, comment avoir le premier client. Pour tout entrepreneur qui nous écoute, comment avoir son premier client? La question, on est là, qu'est-ce que je fais? Et donc ça a commencé comme ça. Et donc j'ai commencé à chercher, je me suis inscrit avec la chambre de commerce locale, voilà. Et puis le premier client est venu, le deuxième client est venu, etc. Et puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait une demande par rapport à la clientèle française. Okay. Et donc, c'est là que j'ai commencé je me suis inscrit à la chambre de commerce française de Grande-Bretagne. Avant, j'étais dans une chambre de commerce anglaise. Et j'ai commencé à faire du réseautage et j'ai commencé à avoir des clients. Et donc, la deuxième année, j'ai commencé à écrire des articles de fiscalité internationale. Donc, j'ai appris tout ça. Donc, ma clientèle était internationale, française notamment. Donc, il y avait toujours des problèmes de fiscalité. Okay. Tout simplement, j'ai une maison en France, j'habite en Angleterre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je déclare ma maison en France ou pas, sachant que je paye déjà l'impôt en France? Donc, j'ai commencé à écrire des articles de fiscalité, et puis ils ont commencé à être publiés, online aussi, et puis sur des... C'était quoi tes réseaux, quoi, ton site internet? Alors, il y avait un magazine en Angleterre qui s'appelait Ici Londres. Et d'ailleurs, avec le Covid, c'est un magazine qui existe depuis très très longtemps. Et puis, il y avait d'autres journaux aussi online dans lesquels donc, les articles étaient publiés. Ok, d'accord. Voilà. Et puis, sur le site web, tout ça. Donc, voilà. Et donc, ça a permis de me faire connaître. De te familiariser avec la clientèle française. Alors, à ce moment-là, quand tu dis que tu es parti from scratch, aujourd'hui, tu as combien de clients en Angleterre à peu près? Alors, aujourd'hui, on est à peu près 500 clients, je dirais. 500 clients. En Angleterre. Incroyable. Voilà. Et, donc, et la part de Français dedans? Une majorité de Français. Mais principalement, ce sont des gens, d'ailleurs, on a beaucoup de filiales de multinationales. Donc, on a des entrepreneurs individuels qui sont installés en Angleterre. On a des entrepreneurs qui viennent de l'étranger, français et autres, d'ailleurs aussi, qui veulent s'installer en Angleterre. Et on a beaucoup aussi de sociétés françaises qui sont installées en Angleterre. D'accord. Donc, ce sont des gens, des sociétés qui sont là-bas et qui veulent faire du business. Okay. Donc, on est là-bas vraiment aujourd'hui pour aider ces gens-là. Et pourquoi nous? Parce qu'on connaît les deux cultures. C'est important. Donc, quand quelqu'un me parle de l'URSSAF en France, je comprends. Et en Angleterre, quand je lui parle, par exemple, de la fiscalité anglaise, je vais essayer d'utiliser un mot français plutôt qu'utiliser un mot anglais qu'il ne comprendra pas. Et c'est ça, en fait, la grande différence. C'est une question de culture. Oui. C'est-à-dire que les Français qui sont en Angleterre, je leur expliquerai avec des mots français, en utilisant donc le jargon français, pour qu'ils comprennent, et vice-versa, quand on va avoir des Anglais, par exemple, aujourd'hui on est en France aussi, on va utiliser le jargon anglais, technique, pour qu'ils comprennent, parce que les Anglais, vous parlez de l'URSSAF ou de la CSG, ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Alors qu'un comptable local franco-français va parler du l'URSSAF, il ne saura pas expliquer en anglais qu'est-ce que ça signifie. Ouais, donc tu t'adaptes en fait Exactement. C'est important. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça fait que voilà, notre clientèle a quand même bien grandi. Et puis, on a eu beaucoup de referrals. Donc, ça veut dire que ce sont des clients qui nous disent tiens, en fait, je connais quelqu'un qui... Recommandation. Exactement, voilà, beaucoup de recommandations. Et puis, ça fait que, bon, là, au départ, donc, j'étais vraiment de chez moi. J'ai commencé de chez moi. Après, j'ai pris un bureau, un petit bureau. Et d'ailleurs, les deux premières personnes que j'ai embauchées, ce sont des gens qui étaient avec moi à l'école en Angleterre quand j'ai commencé à prendre la fiscalité anglaise. Donc, je les connaissais. Donc, à un moment donné, je les appelle, tiens, en fait, mon business grandit, tu ne veux pas chercher à travailler pour moi. Et donc, je les ai embauchés. Et donc, je les ai formés. Donc, voilà, ces deux filles, elles sont restées relativement longtemps avec moi. Et puis après, j'ai grandi, j'ai pris 2 bureaux. Après, on a pris un bureau un peu plus grand. Et puis voilà. Et puis aujourd'hui, on a... c'est le business, quoi, l'entrepreneuriat. Oui, voilà, c'est ça. Mais comme quoi, l'entrepreneuriat, c'est à double tranchant. Si tu as une bonne intention dans ton business au début et que tu sais que le marché, il est immense, parce que la comptabilité, c'est dans n'importe quel pays, ça fonctionne. On a besoin de s'habiller, manger, boire, on a aussi besoin d'avoir un comptable. Ça fait partie de Exactement, tout à fait, de la vie. Tout à fait. Et surtout des bons comptables, parce que tu as beaucoup d'experts comptables. Il y en a énormément, même à Paris, tu vois. Et pourquoi on choisit la recommandation? C'est parce qu'on sait que tu as travaillé pour un ami qui a un business qui fonctionne bien et qui est bien géré. Forcément, on se dit, donne-moi ton contact.
Exactement. C'est pour ça que le referral côté comptabilité, ça va beaucoup plus vite parce qu'on se fait confiance rapidement. Absolument. Tu gères de l'argent, donc celui qui gère l'argent, on lui confie tout. Absolument. Tu vois. Et c'est vrai que même aujourd'hui, la plupart du temps, on va dire tu connais quelqu'un qui, plutôt qu'aller sur Google et puis regarder la personne parce que voilà, on sait pas. C'est compliqué, tu vas confier ton argent à une personne que... C'est pour ça que le referral, pour moi, c'est depuis la nuit des temps, chaque business a marché par le referral. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce que même, je dirais, dans les 4 dernières années, avec le boom des ads, des funnels d'acquisition, tous ces termes qui viennent à la mode là, mettre des SDR, des closers, etc., parce qu'on va aller chercher du trust en fait sur les réseaux pour que les gens viennent chez toi. Mais comment tu veux faire confiance à quelqu'un que tu connais pas? Exactement. Donc aujourd'hui, il y a plein de réseaux de trust. Aujourd'hui, si on est là ensemble, c'est parce qu'on se fait confiance et que je sais que cette émission va servir à des entrepreneurs français qui nous regardent. On parlera de Dubaï, bien évidemment, parce que c'est aussi le cœur de la discussion. Mais on a une grosse commu à Dubaï, une grosse commu en France. Ils vont forcément écouter. Et puis, ils ont confiance en moi. Donc forcément, s'ils ont confiance en moi, ils vont avoir confiance en toi. Et vice-versa. Exactement. Tout à fait. Donc ça marche par là. Le trust, il est très important. Donc là, à ce moment-là, tu disais que donc, tu t'es mis dedans. Tu as eu 500 clients. Alors, aujourd'hui, tu as 500 clients. Mais tu gères aussi nous, c'est connu parce que dans notre business à nous, le consulting, on avait travaillé avec des sociétés anglaises à la base, tu sais, dans le oil and gas, en 2000, Air Swift, etc. Je ne sais pas si tu connais, en 2021. Et on avait créé un réseau. En fait, on a l'habitude de créer des réseaux de consultants. Et on avait créé un réseau de consultants en Angleterre, qu'on avait appelé, comment on l'appelait à l'époque? Je ne me rappelle plus, Freelance-toi ou un truc comme ça, un truc français, tu vois. Parce qu'on avait pas mal de consultants français qui étaient installés là-bas. Mm-hmm. Donc on les a organisés autour d'un petit réseau français en Angleterre. Et donc, c'est eux qui nous contactaient en disant, mais Imran, tu sais, on est beaucoup ensemble, tu sais, tu devrais travailler sur ce point-là, tu devrais contacter tel client. Et nous, on est entrepreneurs qu'on est, on a foncé dedans. Le truc qu'on n'a pas fait, c'est quoi? C'est de vérifier les clauses fiscales entre la France et l'Angleterre. Les clauses juridiques, etc. Parce qu'on a foncé en mode entrepreneuriat. Il y a un business, on est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on l'organise, etc. Et c'est là après qu'on a commencé à structurer, tu vois, juridiquement et fiscalement. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Parce qu'on avait pris quelqu'un sur place qu'on ne connaissait pas, qui ne nous avait pas été présenté par un réseau de confiance, et qu'on a pris parce qu'on était en galère. On arrive, Alice se rappelle, on est parti à Londres, on était à Whitechapel, et on tape accounting. Et on rentre, on voit le premier, genre il a des avis, etc. On rentre chez lui, on se pose, on se comprenait pas. Ah oui, d'accord, ouais. Mais c'est un beau cabinet, hein. Je me rappelle plus du nom, mais on se comprend pas, comme tu as dit. Nous, on a les réflexes de français. Oui. Lui, il nous parle en anglais. Ben, c'est ça, voilà, exactement. On comprend la base, mais quand on rentre dans la profondeur... Oui, quand on parle de technique, c'est mieux dans ta langue de toute façon parce que tu es plus habitué. Et puis, c'est clair. Et puis, tu as les références aussi de la France. Bien sûr. Donc, le ticket restaurant, je vais donner à mon salarié ou pas. Enfin, des trucs mais basiques, quoi. C'est vrai. À ce moment-là, alors qu'on va dire non, en Angleterre, il n'y a pas de ticket restaurant, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas cela. Et les choses sont différentes. Alors, si je rentre maintenant dans le détail de l'expertise que tu apportes, et je vais poser des questions basiques, parce qu'on a une audience de consultants qui aiment les questions et les réponses simples. Tu vois, on voit un peu la mode aujourd'hui de personnes qui sont résidents fiscaux français et qui ouvrent des boîtes en Angleterre, mais qui n'ont aucune substance économique en Angleterre et qui vont potentiellement créer du business là-bas. On est d'accord que ce genre de business n'est pas possible. Enfin, là, je ne parle pas de consultant, rien. Je parle juste d'un mec, il ouvre sa boîte en Angleterre, mais lui, il est en France, il est tout en France. Ça, je prends le cas, on va dire, par exemple, pour faire simple et pour que les gens comprennent, du boulanger. D'accord ? Let's go. C'est un boulanger qui est en France et qui va dire « Tiens, au fait, est-ce que vous pouvez m'aider à créer ma société en Angleterre, ma LTD en Angleterre ?» Pourquoi ? Ah oui, mais parce que c'est plus simple en Angleterre, etc. Non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, tu habites en France. Et quand tu habites en France, toutes les décisions que tu prends aujourd'hui dans le business sont prises en France. Deuxièmement, ton outil de production, il est où ? Il est en France. Troisièmement, tes clients, ils sont où ? Ils sont en France. Qu'est-ce que tu vas faire en Angleterre ? Reste en France, tu dois rester en France et tu dois continuer à travailler en France. Tu crées ta société en France et tu payes des impôts en France. Voilà. Donc ça c'est très, très important. Si vous faites un business qui est franco-français avec une clientèle française, ne venez pas en Angleterre ou ailleurs, partout ailleurs, Dubaï ou ailleurs, parce que vous devez payer vos impôts en France. Très simple. C'est clair.
L'Angleterre, si vous voulez venir en Angleterre comme ailleurs, à Dubaï ailleurs, parce qu'on est à Dubaï aussi, c'est parce que vous avez un business dans ce pays-là. C'est parce que peut-être que vous avez des locaux dans le pays en question, vous avez du personnel. Là, oui, on parle de substance économique. Vous avez une substance économique. Si vous avez un contrôle fiscal, la première chose qu'on va regarder, que le fisc français va regarder, est-ce que vous avez de la substance ou pas? Si vous prenez le cas du boulanger, vous n'avez pas de substance. Donc, vous devez payer votre impôt en France. Alors, donc, nous, aujourd'hui, la clientèle qu'on a principalement, c'est vraiment des gens qui ont du business en Angleterre ou à Dubaï ou ailleurs, parce qu'on est présent dans d'autres pays aussi. Et par exemple, ils ont des magasins. C'est un magasin qui est ouvert en Angleterre et que forcément, ils vont travailler, ils vont avoir du salarié, ils vont avoir des locaux. Donc là, effectivement, oui, tout se fait en Angleterre. Donc, il va y avoir la maison mère peut-être en France et puis la filiale en Angleterre. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème puisque c'est complètement différent. Mais aujourd'hui, le monde, il change et il y a beaucoup de business digitaux. C'est-à-dire que, prenons l'exemple d'un gars qui fait du e-commerce. Le gars, il est en France, il habite en France, mais il gère son business en mode digital. Exemple, je sais pas moi, il travaille avec une usine en Chine, donc il va packager son colis, machin, il crée sa brand en Chine. Il utilise une LLP ou une LLC, parce que tu as aussi l'expertise aux États-Unis. Donc Chabir, il a l'expertise américaine, anglaise, et on en parlera des autres pays. Je m'adresse à mes potos du e-commerce. J'en ai beaucoup à Dubaï, et ils travaillent bien. Ils sont installés à Dubaï, résident fiscal émirati. Donc voilà. Là, je parle d'un mec qui est en France. Donc il ouvre sa LLP parce que c'est plus facile pour lui d'encaisser, etc. Est-ce qu'il peut le faire, ça? Alors, la réponse, elle n'est pas oui, elle n'est pas non. Ça dépend. D'accord? La première chose, déjà, les gens veulent venir, s'ils sont à Dubaï, veulent avoir une société en Europe parce que c'est un peu plus. Parce qu'au niveau de la TVA. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient enregistrés pour la TVA. Et puis, quand on fait du e-commerce, ça dépend des seuils, mais il faut s'enregistrer pour la TVA. Donc, si vous êtes en Europe, en France ou ailleurs, vous pouvez avoir un seul numéro de TVA et pouvoir vendre un peu partout. Donc, ça, c'est l'une des conditions là aujourd'hui. Cette semaine, d'ailleurs, on a enregistré une société qui est à Dubaï. On l'a enregistré pour avoir juste un numéro de TVA en France. Donc, ça veut dire que les ventes qui sont aujourd'hui en France seront imposées en France. Donc, ça répond un peu à la question. Oui, d'accord. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, si les ventes sont faites en France, par un contribuable français? Oui, exact. Non, pas un contribuable, même qui habite ici. D'accord, ok. Mais si jamais c'est du e-commerce, que la vente elle est faite en France, à ce moment-là, comme il est enregistré pour la TVA en France, il va déclarer ses ventes en France. D'accord. On est réglo, puisque fiscalement, on est bon, puisque les ventes françaises sont déclarées en France. Ok, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, mais à nouveau, il faut faire très attention par rapport à comment on fait les choses, dans quel pays on se place, et voilà. On ne peut pas juste avoir une société, on va dire par exemple une LLC ou une société à Dubaï, et puis faire du e-commerce là-bas, parce qu'il faut respecter les règles fiscales du pays en question. Ok. Donc, parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes créer des LLC aux États-Unis, et la plupart sont résidents fiscaux aux Émirats, donc ils sont soumis aux règles émiriennes, ce qui est logique. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont en France et qui font ce business-là, sachant que 100% de leur chiffre d'affaires arrive sur la boîte LLC américaine, et ensuite, eux, se versent des dividendes en France. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils paient leurs impôts. Alors, normalement, la règle fiscale, c'est quoi en termes d'impôt sur le revenu? L'impôt sur le revenu, il est payé dans votre pays de résidence. Ça, c'est très important. D'accord? Vous pouvez avoir une société, une LTD en Angleterre, une LLC ailleurs, peu importe. D'accord? Donc, l'impôt sur les sociétés, s'il y en a, est payé dans le pays où se trouve la société. Ok. L'impôt sur le revenu est toujours payé dans le pays de résidence. Donc, si la personne, par exemple, habite en France, même si elle a une société à l'étranger, l'impôt sur le revenu doit être déclaré dans le pays de résidence. Donc, si elle habite en France, ce sera en France. Dividendes, éventuellement, c'est des salaires, si elle prend des salaires dans la société. Si elle a des appartements en location, donc les loyers doivent être déclarés en France. Voilà. Après, en termes donc de société pour la créer, si quelqu'un est français, on en revient au même principe. Le principe général, d'accord? C'est la personne habite en France et que le business est fait en France. À ce moment-là, il faut être en France. Si c'est à l'étranger, à voir. Si c'est du e-commerce, à voir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut aussi voir la fiscalité locale. Supposons, par exemple, qu'elle va en Angleterre. Ben oui. À ce moment-là, il faut s'enregistrer pour la TVA en Angleterre. C'est clair. Parce qu'on va vous demander, les Français vont vendre leurs biens en Angleterre, ils vont traverser la douane.
la frontière, la douane, et donc on va leur demander un numéro de TVA. Donc automatiquement, la partie vente en Angleterre va être imposée là-bas. Donc c'est un peu au cas par cas, mais en général, donc ça j'insiste beaucoup, en termes de fiscalité, impôt sur le revenu, on paye l'impôt sur le revenu dans le pays de résidence. Voilà. Et puis au niveau des sociétés, avoir un peu par rapport au setup qu'on a, par rapport au staff qu'on a, par rapport aux ventes que l'on fait, etc. J'ai une dernière question concernant vraiment la partie consulting. Déjà avant ça, j'aimerais rajouter un point très important. Shabir, il a reçu, Euro Accounting, mais bon, c'est Shabir, a reçu énormément de prix pour Euro Accounting. Tu as reçu des awards, la fois que tu es venu à Dubaï, tu m'avais présenté aussi le trophée que tu avais reçu. Donc, c'est des trophées qui viennent récompenser ton expertise en Angleterre, principalement, aussi en France, je suppose, c'est ça? Alors, vrai ou faux, j'ai reçu personnellement beaucoup de awards aussi, en tant qu'entrepreneur individuel. Je suis entrepreneur de l'année 2022, 2023, 2024 et finaliste 2025. Waouh! Et en UK, sur ta niche Non, je suis entrepreneur dans toute la Grande-Bretagne. Ah oui. Donc, il y a des awards, voilà. Alors, il y a des différents types de awards. Alors, à Birmingham, par exemple, je suis entrepreneur de l'année, mais aussi dans toute la Grande-Bretagne, je suis entrepreneur de l'année et je suis aussi business person de l'année. Donc, 2022, 23 et 24. Donc, c'est quand même quelque chose, par rapport à... C'est en connaissance. Beaucoup de gens se présentent, tous les entrepreneurs se présentent et j'ai été sélectionné. Et puis, il y a 5-6 finalistes et j'ai gagné. Magnifique. Dans tous les cas. On les mettra on les mettra dans la vidéo. Mais tout à fait. Donc ça, c'est au niveau personnel. D'accord. Et tout ça, pourquoi? Parce que moi, je suis un entrepreneur. Donc moi, je crée des sociétés et quand je vois quelque chose, comme tu le disais tout à l'heure pour toi, quand il y a un besoin, je crée une société et je lance mon business. Donc là, on a une société, donc on a plusieurs cabinets. On est dans 7 pays aujourd'hui. J'ai créé un réseau d'experts comptables internationaux. On en parlera tout à l'heure. J'ai une société dans le marketing. J'ai lancé une société de coaching aussi, récemment, il y a 3 mois à peu près. Et puis de l'immobilier aussi. Ça sera l'épisode, ça sera le bonus. Restez jusqu'à la fin si vous voulez comprendre pourquoi vous devez rester jusqu'à la fin. Parce que Shabir, il est... alors, c'est quoi le truc que tu m'as montré là sur Airbnb, le best... tu sais, avec qui ça, tu avais montré un... Pour les Airbnb? Ouais, Superhost. Ah, c'est un super host. Il m'a expliqué comment il avait fait pour être super host. Superhost. Et ça, jusqu'à la fin. Alors, on parlait des concours. Donc, ça, c'est pour la partie individuelle. Donc, entrepreneur de l'année et business person de l'année. Et puis, au niveau de la société, on a gagné beaucoup de awards. Donc, Tax Team of the Year, International Tax Team of the Year, Business of the Year. Donc, entrepreneur, au niveau de la fiscalité internationale, société internationale, aussi diversity and inclusion. Donc, on a 12 nationalités différentes dans le cabinet. Magnifique. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, on embauche pas par rapport à la couleur de la peau, pas par rapport à en fait, on embauche par rapport à la personne et à ce que la personne peut faire. Donc, si je donne un travail à quelqu'un, il peut me le faire, il est embauché. Si il peut pas me faire le travail, à ce moment-là, je peux pas le garder, tout simplement. Bien sûr, c'est compétence. C'est vraiment au niveau des compétences, on prend que les meilleurs. First. Dans le cabinet, aujourd'hui, on embauche que les meilleurs. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des nationalités différentes. Et puis, surtout, j'ai une clientèle qui est internationale. Donc, personnellement, je parle l'espagnol, je parle l'anglais, je parle le français, je parle aussi d'autres langues. Et voilà, pour communiquer avec les gens, c'est beaucoup plus simple. Bon, ça c'était une on parle parenthèse. Le hindi, on parle le gujarati, on parle l'italien, on parle l'arabe. Embauche-moi et moi je parlerai tamoul. Voilà, donc on essaie de parler vraiment les langues du monde, quoi. Bon, ça c'était la parenthèse importante à préciser parce que j'ai oublié de le faire. Et on a à peu près gagné 37 awards aujourd'hui. Et à mon avis, à vérifier, mais on est peut-être l'un des cabinets qui a eu le plus de awards dans toute la Grande-Bretagne. Okay. Et cette année, on a participé uniquement aux 4 plus gros awards de toute la Grande-Bretagne. Le premier, c'est uniquement pour les comptables, les experts comptables, d'accord? Donc, uniquement les comptables de toute la Grande-Bretagne peuvent se présenter. D'accord. Et ça s'appelle Accounting Excellence, donc excellence en comptabilité. Okay. Et on a été finaliste l'année d'avant, on a été finaliste l'année dernière, et cette année, on a gagné. On a gagné 2 awards avec eux, d'accord? Après, le deuxième, c'est Great British Entrepreneur. Et on a été finaliste l'année dernière, et là, le 17 novembre,
il y aura on va départager, on va savoir si on a gagné ou pas. Bon, bah, on suivra Et ça de puis près. aussi avec la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne, pour la première fois, j'ai participé et je suis finaliste. La société Euroconnect est finaliste. Ça, ils ont départagé les votes ou... Alors, pas pour l'instant. Donc, finaliste, il y a 3 finalistes Ok. dans ma catégorie. Et donc, je suis l'un des finalistes. D'accord. Et ça, c'est tout métier confondu. Ça, c'est par... je crois que c'est business de l'année. Ok. Donc, voilà. Ok. Magnifique. Bon, on Donc. mettra les résultats des, Tout à fait. des votes et on va ouais. suivre ça de très près. Du coup, je reviens un peu aux questions. Une question qui intéresse énormément de monde qui nous suivent, c'est la partie consulting. Il y a une tendance en France sur des personnes qui ont... Donc moi, je parle des communautés qu'on a en Angleterre, tu vois. Donc, ils ont, tu vois, des structures en France et ils ont des LLP en Angleterre. Et ces personnes-là touchent ce qu'on appelle des BNC à déclarer en France, blablabla. Bon, quand je dis blablabla, c'est que je rentre pas dans le détail, mais en gros, là, un gars, il est salarié français, il touche son salaire en France par une boîte française, mais il touche aussi ce qu'on appelle les BNC depuis sa LLP. Mais ces boîtes-là disent que ce qu'ils touchent depuis la LLP anglaise, ces impôts ont déjà été payés en Angleterre, et il a un crédit d'impôt, donc quand il redéclare ses revenus en France, sur sa fiche d'imposition, en gros, il a un crédit d'impôt sur son impôt sur le revenu. Alors moi, j'ai la réponse, hein, mais on est d'accord que c'est improbable. Alors, on va revenir au principe général de la fiscalité. Let's go. D'accord ? Premièrement, tu as parlé de la LLP. Il faut définir qu'est-ce que c'est une LLP. Bien évidemment. LLP, ça veut dire Limited Liability Partnership. D'accord ? En gros, c'est une société de personnes. Donc, on a 2 types de sociétés. On a la LTD, Limited Company, et on a la LLP. La LTD va distribuer des dividendes. Donc, quelqu'un qui est actionnaire d'une société, donc l'actionnaire va recevoir des dividendes. Et donc, la société va payer l'impôt sur les sociétés en Angleterre et l'actionnaire qui va recevoir les dividendes va payer l'impôt sur le revenu dans son pays de résidence. Donc, si l'actionnaire habite en Angleterre, il paiera l'impôt sur le revenu en Angleterre. S'il habite en France, ce qu'on avait dit auparavant, pareil, il va payer l'impôt sur le revenu en France. Voilà. La LLP, c'est une société de personnes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle ne va pas payer l'impôt sur les sociétés. Elle va payer l'impôt sur le revenu. Enfin, les membres vont payer l'impôt sur le revenu. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais le membre n'habite pas en Angleterre, logique, il n'aura pas à déclarer quoi que ce soit comme revenu en Angleterre. Il va le déclarer en France. Ça veut dire qu'il ne paiera pas l'impôt sur le revenu en Angleterre, il le paiera en France. Voilà, donc toutes ces histoires de crédit d'impôt, faites attention, hein, c'est toujours très important quand vous êtes consultant et que vous travaillez avec une société, peu importe laquelle, portage, etc., à qui vous confiez votre argent. Parce que pourquoi il y a des ESN très grosses qui marchent bien, des moyennes, des petites, etc., et celles qui se lancent forcément pour attirer un max de consultants, ils vont soit casser l'offre sur le marché, donc réduire leur marge, etc., ce qui est business first, donc il n'y a pas de souci, mais à un moment donné, ils vont se réajuster au marché parce que c'est la loi du marché qui est comme ça. Soit, on va vous proposer des montages exotiques, et ça, il faut faire attention. Parce que malheureusement, le trust, comme on en revient tout à l'heure, il se partage. Mais c'est pas parce que quelqu'un l'a fait et que ça a fonctionné que forcément c'est un trust. Exactement. Qui fait que si lui l'a fait, c'est que ça fonctionne. Moi aussi, je vais le faire. Alors, pour revenir à ce qu'on avait dit, la résidence fiscale, c'est la première chose qu'on doit vérifier, et vous déclarez vos revenus dans le territoire où vous résidez. Voilà. Et en plus, c'est des critères de résidence fiscale. Hein. On en reviendra par rapport à Dubaï. Mais par exemple, du coup, donc, quelqu'un qui touche un BNC depuis l'Angleterre, ce qui est totalement possible, doit déclarer ses impôts en France. Alors, voilà, normalement, donc principe général nouveau, quand on est résident fiscal dans un pays, il faut déclarer l'impôt sur le revenu dans le pays en question. D'accord. Tout simplement. Okay. Donc, et on paye l'impôt sur le revenu dans le pays où on est résident fiscal. Ok. Voilà. Okay, aujourd'hui, par exemple, les gens qui viennent à Dubaï, quand ils créent une société à Dubaï, ils vont avoir l'Emirates ID. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'ils vont devenir résidents fiscaux à Dubaï. C'est clair. Résidents, je dirais pas fiscaux, résidents à Dubaï. C'est ça. Parce qu'ils vont avoir le Emirates ID, ils peuvent vivre à Dubaï. D'accord ? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas payer l'impôt en France s'ils habitent en France. Oui. Donc, ils paieront toujours l'impôt sur le revenu en France parce que c'est leur pays de résidence. Fiscalement,
ils sont en France et donc ils vont payer l'impôt sur le revenu en France, Exactement. même s'ils ont le Merit ID. Très simple. Et donc, ça veut dire que si vous touchez des revenus, par exemple, à Dubaï, vous avez, on va dire, un appartement ici à Dubaï, ou vous avez quoi que ce soit à Dubaï, peu importe comme type de revenu. Et si vous êtes résident fiscal en France, vous devez payer l'impôt sur le revenu en France. Alors ça, c'est une très bonne chose que tu dis par rapport à Dubaï. Beaucoup de gens investissent à Dubaï, résident en France, et ils ne le savent pas. Ils pensent que les revenus de leur rente locative, comme ils sont à Dubaï, je ne les déclare pas en France. Alors, c'est faux, justement. Et ça, c'est le problème partout. En Angleterre, nous aussi, on a le même problème. Ah, ok. Donc, par exemple, les gens vont dire, j'ai un appartement en France, j'ai un appartement en Angleterre. D'accord ? Je paye l'impôt sur le revenu en France, je paye l'impôt sur le revenu en Angleterre. Là, on parle des résidents fiscaux qui sont par exemple en Angleterre. D'accord ? Mais pourquoi est-ce que je dois déclarer mon revenu français locatif en Angleterre ? Parce qu'il faut le faire, tout simplement. Donc, si vous êtes résident fiscal en Angleterre et que vous avez des revenus qui viennent de partout ailleurs, vous devez les déclarer en Angleterre. Règle générale. Après, on peut rentrer dans le détail. Ça s'appelle remittance basis, d'accord ? Mais règle générale, vous devez le déclarer. Il y a une convention de double imposition entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire que si jamais vous avez déjà payé l'impôt sur le revenu en France, qui est en général de 20% pour les non-résidents, vous pouvez avoir un crédit d'impôt en Angleterre. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas repayer le même impôt en Angleterre, mais il faut le déclarer. Et si vous ne le déclarez pas, le fisc anglais pourrait venir vous voir et vous dire « Nous savons que vous avez des revenus à l'étranger. Oui, c'est clair. Merci de les déclarer. » Et ça s'appelle la Worldwide Disclosure. D'accord ? Et en général, il y a la France, il y a des relations malgré tout avec le Brexit, avec l'Angleterre. Et le fisc anglais sait qui sont les résidents fiscaux anglais, mais qui ont des propriétés ou autres de revenus en France. Et donc, on va leur envoyer une lettre. Donc, si vous avez des revenus immobiliers, notamment en France, mais pas seulement, et que vous habitez en Angleterre, vous devez déclarer ces revenus, mais vous n'allez pas payer l'impôt deux fois. Dubaï, c'est pareil. Donc, si vous habitez, on va dire en Angleterre ou en France ou ailleurs, peu importe, et que vous avez des revenus, notamment, on va dire immobiliers, parce que je sais que Dubaï est connu pour l'immobilier, ces revenus-là, si l'appartement ou la maison que vous avez a été acheté en nom propre, vous devez déclarer ce revenu-là dans votre pays de résidence. Toujours principe général, vous payez l'impôt dans votre pays de résidence. Donc, vous déclarez ce revenu-là dans votre pays de résidence. Donc, si vous habitez en France, vous prenez le revenu que vous avez perçu à Dubaï et sachant que vous n'avez payé aucun impôt sur le revenu, vous allez payer l'impôt sur le revenu dans votre pays de résidence, donc en France, en Angleterre ou ailleurs, sur le taux de base sur lequel vous êtes imposé. C'est ça, bien sûr. Et si tu achètes en nom... Par contre, si vous achetez avec une société, voilà, vous pouvez acheter avec une société et tant que vous ne retirez pas l'argent de la société, vous n'avez pas déclaré ce revenu-là dans votre pays de résidence. Pourquoi ? Parce que ce revenu-là ne vous appartient pas. Ça appartient à la société. Donc, tant que vous ne retirez pas l'argent de la société sous forme de dividende, vous n'avez rien à déclarer dans votre pays de résidence. Et donc, ce qu'on conseille, par exemple, aujourd'hui, aux gens qui sont en Angleterre, qui veulent acheter en France, vous créez une SCI, soumise à l'IS, par exemple, et auquel cas, vous ne prenez pas l'argent de la SCI, l'argent reste dans la société française, vous ne déclarez pas. Pareil en Angleterre, les gens qui veulent acheter en Angleterre peuvent acheter avec une LTD. Et donc, l'argent restera dans la société, vous allez payer l'impôt sur les sociétés en Angleterre, vous ne prenez pas de dividendes et vous ne déclarez rien en France. Magnifique, tu as répondu, je pense, à énormément d'interrogations que les gens ont parce que, principalement à Dubaï, parce que moi je suis ici basé à Dubaï et toi aussi, du coup maintenant, enfin ta société, on en parlera. Et beaucoup achètent à Dubaï en nom propre et malheureusement, ils ne savent pas qu'ils doivent le déclarer en France. Alors, certains le savent et ne le font pas, ça c'est leur problème. Mais la règle de base, comme tu disais, c'est qu'il faut le déclarer dans ton... Exactement. Voilà. Et donc, pour revenir sur la partie LLP, c'est pareil. Si tu touches des BNC depuis l'Angleterre, mais tu es résident fiscal français, tu dois le déclarer en France. Et tu confirmais que la LLP ne paye pas d'impôt. Donc, il n'y a pas de crédit d'impôt. Non, la LLP ne paye pas d'impôt sur les sociétés, puisque c'est une société de personnes. C'est ça. Donc, la LLP n'a pas à payer légalement. Oui, c'est ça, c'est la règle. La Constitution, c'est la règle générale. Limited Liability Partnership, une LLP ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Alors, une LLP, en France, est-ce qu'il y a des statuts similaires ? Par exemple, une LTD, c'est pas on dirait une société de personnes. En France, c'est ça ? Ok, ça marche. Du coup, alors,
Par contre, si le gars il est basé en Angleterre, il paye ses impôts sur le revenu en Angleterre parce qu'il a touché, il a perçu. Exactement. Okay. Alors, supposons que, par exemple, vous habitez à Dubaï. Donc, vous avez un business en Angleterre. D'accord ? Et vous avez une LLP. Donc, ça veut dire que vous ouvrez une LLP en Angleterre. Et comme vous êtes résident fiscal à Dubaï, donc là, on parle vraiment de résident fiscal, une personne qui habite physiquement à Dubaï et qui déclare ses revenus, qui ne sont pas d'ailleurs déclarés, mais voilà, ici, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'au final, elle ne va pas payer l'impôt sur les sociétés en Angleterre puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Le revenu viendra à Dubaï. Et à Dubaï, il n'y a rien à payer. Okay. La boucle, elle est bouclée. Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le... Parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Après, bien sûr, s'il y en a, tu déclarerais, tu paieras. S'il y a un impôt, il faut payer l'impôt à payer. Pour l'instant, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt sur le revenu, donc il n'y a rien à payer. Ça marche. Par contre, s'il reçoit l'argent sur sa société, là, on rentre dans le... Alors, voilà, exactement. Supposons qu'il a une LTD en Angleterre, ça veut dire qu'à ce moment-là, la LTD va payer l'impôt sur les sociétés. Et ensuite, le bénéfice, donc le résultat après impôt, il peut être distribué. D'accord ? Et donc, ce résultat après impôt, soit il le garde dans la société, ça va aller en réserve. Donc, il reste dans la société, auquel cas, il n'y a rien à déclarer. Par contre, il peut prendre ça comme dividende, soit à 100%, soit à 50%, enfin ce qu'il veut, quoi, de toute façon. Et ce dividende va être déclaré dans son pays de résidence s'il paye des impôts. Okay. S'il ne paye pas d'impôts, il ne va pas. Après avoir payé l'IS, etc. Voilà, exactement. Okay. Exactement. Et autre chose aussi, on me demande souvent, on me dit, écoutez, j'ai une société en Angleterre, mais par contre, j'ai beaucoup de business à l'étranger. Est-ce que je dois quand même payer l'impôt sur les sociétés en Angleterre ou pas ? Oui, on doit payer l'impôt sur les sociétés. À partir du moment où il y a une vente qui rentre dans la LTD, vous devez obligatoirement payer l'impôt sur les sociétés, donc l'impôt sur les bénéfices, en fait. Sur les bénéfices. Ok, du coup je pense que tu as répondu. C'est une question, en fait, on a posé des questions à la communauté. Je les ai notées certaines. Et on a dit, on va les poser à l'expert comptable qu'on reçoit ce soir. Donc, c'est des questions que j'en ai posé une déjà. J'en ai 2-3 encore que j'ai sélectionnées. Et donc, du coup, tu réponds à la communauté en répondant aux questions. Donc, je te remercie. On va revenir, donc, du coup, maintenant sur Dubaï. Parce qu'on est à Dubaï déjà. Tu accompagnes... Alors, moi, je sais, par souci d'éthique, on ne dirait pas les noms, mais tu accompagnes des amis à moi qui sont ici à Dubaï, qui ont des très gros business ici. Donc, tu fais aussi de la comptabilité et du conseil aux Émirats. Exactement. Donc, nous, on est basé aujourd'hui en Angleterre, en France, en Irlande, en Suisse, à Dubaï et en Italie. En Italie, donc 6. Voilà. Et donc, à Dubaï, on a des gens qui sont installés localement. Donc, ça aussi, c'est important. On accompagne vraiment des gens qui sont là localement, qui ont des business locaux. Là, tout à l'heure, j'étais allé voir quelqu'un qui habite à Dubaï, qui a un business à Dubaï, et donc j'étais allé le voir dans son business directement. Donc voilà, et puis on aide à la création de la société à Dubaï, on aide à la comptabilité, la fiscalité, etc. Il y a une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de gens croient encore qu'il n'y a aucun impôt à payer à Dubaï. Alors effectivement, l'impôt sur le revenu, il n'y en a pas pour l'instant. L'impôt sur les plus-values, etc., il n'y a rien. Par contre, il y a quand même un impôt sur les sociétés. Il est un peu moins élevé par rapport au reste du monde, mais il y a quand même un impôt sur les sociétés à payer. Donc ce n'est pas entièrement un paradis fiscal. C'est vrai, c'est vrai. Et ils l'ont fait parce que je pense que l'image des Émirats pendant des années a été une image malheureusement connotée négativement à cause de ça. Du fait qu'on disait, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas de taxe. Ce qui est faux parce que là, ça taxe de 5%, mais après, il y a des conditions, quoi. Et c'est pas plus mal parce qu'aujourd'hui, ça permet aussi de filtrer les business qui sont installés à Dubaï. Comme tu as pu le voir, il y a un boom économique aux Émirats qui est assez fou par rapport aux autres pays du monde et par rapport à la conjoncture actuelle mondiale. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'installent ici aux Émirats avec des vrais business. Parce que maintenant, quand ils s'installent, ils se disent, on a un IS à payer. Certes, il n'y a pas d'IR, etc. Donc un peu sur le revenu. Mais cette IS-là, pour moi, j'ai remarqué en tout cas que les gens qui s'installent, ils viennent avec des vrais business. Tu vois. Et en plus, tu as pu voir tous les nouveaux campus SCA, campus IA, campus data, campus truc, machin. Ils incubent aussi beaucoup de boîtes. Et je sais pas si tu as vu, tu as le Sheikh Hamdan, donc le prince héritier, qui a inauguré il y a 2 semaines, je crois, un des plus grands headquarters aux Émirats dans le monde. Et son objectif, c'est de récupérer les 40 futures licornes oui, dans les 10, 15, 20 prochaines années.
Donc ils les mettent dans des conditions de fou, tu sais, avec des avantages sur leurs taxes qu'ils vont avoir, sur les personnes qui vont recruter, mais ils veulent vraiment pousser à avoir les 40 licornes les plus importantes dans les futures années. D'ailleurs, il y a le patron de Telegram qui s'est installé, Pavel, oui. Ouais. tu as le patron de Facebook, tous les gros qui s'installent ici. Donc forcément, ça attire énormément de monde. Donc les gens ont besoin d'avoir du conseil et de l'expertise. L'offre est assez vaste aux Émirats, entre les Indiens, la communauté arabe, donc les Égyptiens, Syriens, Libanais, la communauté française, anglaise, etc. Toi, ce qui est bien, je pense que tu es le seul d'ailleurs qui fait ça, c'est-à-dire que tu peux toucher tant bien la communauté anglaise, qui est la plus high level ici à Dubaï, et la communauté française. C'est ça. Alors, pour la première question, aujourd'hui, en Angleterre, il y a un exode massif de millionnaires. Vers les Émirats. Okay. D'accord ? Donc aujourd'hui, avec le gouvernement qui a changé, ils ont fait une chose qui a fait que les gens fuient aujourd'hui. Ils ont changé la règle de la remittance. Donc remittance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à présent, quand quelqu'un venait habiter en Angleterre, il avait la possibilité de déclarer uniquement les revenus anglais. Okay. Donc payer l'impôt sur les revenus anglais uniquement. Ça s'appelait le remittance. D'accord ? Tant qu'il ne ramenait pas ses revenus étrangers en Angleterre, il ne payait pas. Une personne pouvait avoir des millions, des dizaines, des centaines de millions à l'étranger et ne rien avoir en Angleterre ou très peu. Il peut payer l'impôt uniquement sur le très peu qu'il a en Angleterre. D'accord ? Et c'est pour ça que ça attire beaucoup de gens. C'est des gens qui veulent habiter à Londres, qui est comme une grande capitale européenne, sans avoir à payer l'impôt qu'ils ont ailleurs. D'accord ? Voilà. Il y a un nouveau changement de gouvernement. Donc là, récemment, ils ont changé la loi. Et ça veut dire que maintenant, les règles de remittance sont en train de disparaître. On est sur le bénéfice mondial. Et donc, ça veut dire que tous les gens qui ont beaucoup de revenus à l'étranger, ils se retrouvent coincés. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer l'impôt. Voilà. Et donc, ils partent. Tout simplement, ils partent. Deuxième chose, inheritance tax. Donc, quand la personne décède, il faut payer. Voilà. Et donc, c'est 40% en Angleterre. Et à l'époque, c'est uniquement sur les revenus donc immobiliers, patrimoine en fait anglais. Maintenant, c'est devenu mondial. Donc, effectivement, ça veut dire qu'on paye 40% sur le patrimoine mondial. Donc... Même si tu as des maisons en Inde, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, forcément, les gens qui sont riches, ils ne sont pas trop d'accord pour payer 40% sur leur fortune mondiale. C'est pour ça que là, on avait estimé, je crois qu'il y avait un boom de, je ne sais plus combien de millionnaires qui venaient d'Angleterre. Mais c'est ça. De toute origine, qui revenaient. Mais c'est ça. D'accord, c'est lié à ça. C'est lié à ça, en fait. C'est lié au changement des règles fiscales en Angleterre. OK. Et donc, voilà. Donc, les gens viennent à Dubaï. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui riches qui viennent à Dubaï. Et aujourd'hui, les maisons, les appartements dans le centre de Londres, ils sont en train de perdre de la valeur. Ils sont en train de perdre des millions aujourd'hui. Ça, tu le vois, voilà, on le voit directement. Des maisons très chères qui valent 10-15 millions, on est en train de perdre 10, 15, 20, 25%, on n'arrive pas à les vendre. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'ils achetaient ? C'est les gens riches qui les achetaient, les Chinois, les Russes, etc. Tous les Russes, il n'y en a plus déjà depuis quelques temps, mais tous les gens riches maintenant ne veulent plus venir à Londres parce qu'aujourd'hui, sauf si c'est des questions de prestige, mais autrement, à part ça, pour des questions autres, ils ne veulent plus être en Angleterre parce qu'ils ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Donc ils viennent à Dubaï. Et donc aujourd'hui, c'est notre clientèle aujourd'hui à Dubaï. Okay. Alors, on parlait justement de cette expertise. Donc nous, on est expert. Moi, je suis expert comptable, d'accord ? Et on est spécialisé en fiscalité internationale. Et on aide les gens entre 2-3 pays. Donc effectivement, vous allez avoir quelqu'un localement qui va vous aider à créer une société, qui va faire votre comptabilité. Mais dès que vous allez parler, par exemple, de prix de transfert, tiens, j'ai un business ailleurs en Europe, j'ai un business ici, comment je fais ? Écoutez, moi, je peux vous parler de Dubaï, mais c'est tout. Oui, mais où est-ce que je paye mes impôts, etc. Ils ne sauront pas. Est-ce que je peux transférer tous mes bénéfices à Dubaï en faisant une facture ? Typiquement, ils ne sauront pas vous conseiller. Et c'est là que nous, on est là pour les conseiller parce qu'on a cette expertise-là. Triple culture, du coup. Voilà. Donc, des gens qui ont des Français, par exemple, qui sont entre la France et Dubaï, on pourra vraiment les conseiller en disant, attention, faites attention à ce que vous pouvez faire en France. Faites attention à ce que vous pouvez faire à Dubaï. Et il ne faut pas mixer les deux. Et surtout, faites attention aux conseils qu'on va vous donner. Parce que mon ami m'a dit que, parce que quelqu'un à côté de lui qui était au bar lui a dit que, mais il fait ça lui. Attention. Parce qu'on peut faire... C'est comme vous conduisez une voiture, vous grillez un feu. Tant que vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Ah, mais mon ami grille le feu tous les jours.
Tant que vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Vous n'avez pas été flashé. C'est vrai. Le jeu, vous êtes Très flashé, bonne vous êtes flashé. analogie, ouais. Ben, c'est pareil en fiscalité. Donc lui, il peut faire ce qu'il veut, mais ça ne veut pas dire que ce qu'il fait est correct. Donc prenez un conseil, parlez à un fiscaliste avant de faire quoi que ce soit. Ça va vous coûter beaucoup moins cher une consultation que derrière se faire rattraper par le fisc parce que vous n'avez pas fait les choses comme vous devez C'est clair. faire. Ça, c'est une très bonne analyse que tu as faite. Parce que la patrouille, quand elle te rattrape, elle te rattrape. Voilà. Et surtout que les gens communiquent beaucoup aujourd'hui dans les réseaux, etc. Parce qu'ils pensent que, en fait, c'est comme dans le consulting tout à l'heure. Comme l'autre l'a fait, C'est ça. comme l'autre boîte l'a fait, c'est forcément dire que tout est bon. Exactement. Parce qu'eux, ils communiquent dessus. Non. Comme tu disais, tu prends une consultation chez un fiscaliste, tu prends une consultation chez Euroaccounting, avec Chabir, etc. Parce que j'ai besoin d'avoir de l'information vérifiée. Et même pour moi, c'est ce qu'on fait nous aujourd'hui dans tous nos business, on passe par des prestataires externes. Parce que je veux que l'expertise, elle ne soit pas chez moi. Parce que moi, je suis expert dans mon domaine. Mais la comptabilité, c'est ton domaine. Par exemple, je sais pas moi, le conseil fiscal, c'est un fiscaliste, etc., etc. Donc, tu as cette double compétence. Et effectivement, ici, beaucoup de gens ne connaissent pas cette règle-là. Ils vont prendre un comptable indien. Alors, quand je dis indien, c'est pas du tout péjoratif, je suis indien. Mais pas cher. Pas cher. C'est ça. Voilà. Pourquoi c'est pas cher? C'est parce qu'ils ont énormément de clients. Il y a beaucoup d'Indiens ici et c'est communautaire, etc. Donc, je vais voir l'Indien parce qu'il est pas cher. Mais le comptable indien qui est excellent, sur Dubaï. Exactement. En fiscalité internationale, en comptabilité, une histoire. Et nous, on vient nous voir en nous disant oui, mais vous êtes un peu plus cher que le. Mais écoutez, il faut comparer ce qui est comparable. La personne qui est là, est-ce qu'elle a l'expertise que nous on vous fournit? Si vous nous dites voilà, j'ai un cabinet qui fait la même chose que nous, là, on peut comparer les choses. Mais très souvent, les gens veulent. Et puis surtout, il y a une chose aussi, c'est que les gens qui sont ici, enfin les comptables, n'ont pas vraiment cette notion de fiscalité. Nous, aujourd'hui, un entrepreneur en Europe, quand il va créer un business, première chose, c'est au niveau fiscalité. Combien je vais payer? Je prends un salaire, combien je vais payer? Alors qu'ici, on n'a pas cette culture-là encore, puisque encore les petits business, pour l'instant, parce qu'il y a des seuils d'imposition pour l'impôt sur les sociétés, les petits business ne payent toujours pas l'impôt sur les sociétés parce que c'est des petits business. Donc effectivement, ils n'ont pas cette notion de savoir, tiens, est-ce que ce que je vais acheter, la dépense que je vais faire, c'est déductible ou pas? Alors que c'est vrai qu'en France, j'achète quelque chose, est-ce que c'est déductible ou pas? Je vais au restaurant, est-ce que je peux déduire ça ou pas? On a toujours cette... Tout est fait par rapport à la fiscalité, ce qui est très clair, important. Et il faut effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire attention à la fiscalité. Il faut payer les impôts que vous devez payer. D'accord? Et nous, on est là pour conseiller aux gens en leur disant, vous avez fait ça, attention, vous devez payer les impôts ou ne pas les payer d'ailleurs. Ça dépend comment. Bien sûr. Voilà. Alors, tu disais, par rapport à cette triple culture fiscale, comptable entre l'Angleterre, la France et les Émirats, une question qu'on avait reçue. Il y a un gars qui est installé aux Émirats, résident fiscal émirati, du coup, et qui a une SAS en France. Donc une ESN qui tourne bien, machin, il fait du chiffre d'affaires. Il paye l'IS là-bas et tout. Par contre, il se verse des dividendes, forcément, qui rapatrie légalement aux Émirats. Sur ces dividendes-là, qui rapatrie, il paye. Il paye pas du coup aux Émirats parce que c'est de l'IR. Mais est-ce qu'il peut être considéré comme résident fiscal émirien, sachant qu'il a une ESN qui tourne super bien en France et qui on va dire, est son business principal. Mais il habite c'est-à-dire que sa vie sociale est ici, sa vie familiale est aux Émirats, tout est aux Émirats. Mais ça veut dire que ce moment-là, s'il habite aux Émirats, sa vie, ses enfants là, sa femme est là, ça veut dire qu'il est résident fiscal émirati. Okay. Donc ça veut dire qu'il paiera l'impôt sur le revenu, principe de base à nouveau, dans le pays de résidence. Le pays de résidence, c'est les Émirats. Ça marche. Parce qu'en fait, il y a toujours l'ami du bar, comme tu parlais, là, je reprends l'exemple de l'ami du bar, qui surtout dans le consulting, c'est un monde un peu étrange, le consulting informatique, enfin, dans le domaine à nous, parce qu'il y a énormément de pseudo-experts. Le gars qui est le consultant qui a fait un peu d'argent parce qu'il a, tu vois, il a son petit small business qui tourne bien, et tout de suite, il est parti voir ChatGPT. ChatGPT lui a dit que, j'ai vu que, machin que, et hop, il te sort une règle juridique, une règle fiscale. Comme on revient à la base, à la source, la résidence fiscale, consultation chez un expert, et c'est le mieux. Ok. Aujourd'hui, aux Émirats, dans ton développement sur place, quel type de business t'accompagne? Alors aujourd'hui, on accompagne tout type de business, petit et grand.
On a pas mal de filiales de multinationales dans les diverses locations qu'on a. On a beaucoup de sociétés cotées à la bourse qui ont leur filiale ici. On a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent juste de démarrer. Donc voilà, on accompagne vraiment... tout type de profil. Exactement, tout type de profil, tout type de business. Impôt sur le revenu, pareil. Donc on accompagne aussi les entrepreneurs individuels pour la déclaration de revenus. Et on fait aussi des mémos fiscaux. Un mémo fiscal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que supposons qu'un Français qui habite en Angleterre ou aux Émirats souhaite investir en France. Et il souhaite savoir qu'est-ce qu'il va payer comme impôt, d'accord? Ou qu'est-ce qu'il va imposer, qu'est-ce qu'il va payer comme impôt dans le pays de résidence où il va être et dans le pays où il va acheter le bien immobilier. Donc on lui fait un mémo fiscal. Okay. Et dans le mémo fiscal, qui est préparé par des fiscalistes ou avocats fiscalistes, ça dépend, on va dire exactement, on va prendre le sujet. Donc, c'est customized. On prend la problématique et on répond exactement à la question. Donc, s'il achète, je ne sais pas moi, un bien immobilier en France, en nom propre, en société, etc., on lui dit exactement comment on va payer l'impôt. D'accord. Et à Dubaï, voilà, si les gens sont à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, donc c'est un peu plus simple. Mais si le bien est acheté dans un pays où il y a l'imposition, ils vont payer l'impôt dans le pays en question. Alors, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'attrait qu'il y a pour l'Arabie Saoudite? On y était il y a une semaine avec l'équipe, on était à Riyad et on était à Médine. Et on a remarqué, déjà Riyad c'est exceptionnel. Moi j'ai connu ça qu'à Dubaï, moi, et je l'ai connu à Riyad. Tu as été à Riyad en plus il n'y a pas longtemps. Je sens qu'il y a une dynamique incroyable qui se met en place à Riyad. Et beaucoup d'entrepreneurs qui sont ici vont explorer Riyad en mode tiens, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On se rend compte qu'il y a beaucoup d'Américains. Alors c'est très américain là-bas, ici c'est très anglais aux Émirats, donc c'est une autre culture. Mais voilà, je sens qu'il y a pas mal de monde qui arrive à Riyad. Est-ce que toi tu penses qu'aujourd'hui tu es capable avec Euro Accounting de venir proposer des services aux Français ou aux Anglais en Arabie Saoudite? Alors je suis allé à Riyad au mois de mai 2025, là, il y a quelques mois de cela, pour éventuellement essayer d'ouvrir une société là-bas. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué aujourd'hui encore. Donc, les Émirats se développent beaucoup, mais malgré tout, il y a des garde-fous. L'un des garde-fous, c'est qu'il faut avoir, dans mon business, 25% d'actions qui doivent être données à un Émirati. Donc déjà, c'est un frein. Donc, il faut trouver la personne et puis il faut lui donner des actions. Et puis, les droits d'entrée sont quand même un peu plus élevés aussi. En Arabie, tu dis? En Arabie Saoudite, okay. Pardon. En Arabie Saoudite, ouais. Donc, les droits d'entrée sont un peu plus élevés. Donc, aujourd'hui, on aide les entreprises, n'importe lesquelles, à ouvrir le business. À ouvrir là-bas. On n'est pas encore présent directement. On travaille avec des partenaires. C'est une question que j'ai reçue. C'est pour ça que je te la pose. Parce qu'on a beaucoup de consultants qui commencent à aller explorer un peu l'Arabie parce qu'il y a du business. Il y a de l'emploi. Oui, tout à fait. Voilà, ça monte en flèche. Donc, Alors, ce qu'on fait, nous, sachant qu'on a une clientèle internationale, alors j'ai aussi créé un réseau d'experts comptables internationaux qui s'appelle Gentia Alliance. Okay. Gentia, Gentia Alliance. Gentia Alliance, on est présent dans environ 25 pays dans le monde. Et on a des gens, donc des experts comptables ou des avocats, dans pratiquement tous les pays européens. D'accord ? Donc aujourd'hui, si quelqu'un vient me voir et me dit « Écoute, j'ai besoin de quelqu'un en Espagne, est-ce que tu peux m'aider ?» Alors, nous, Euro Accounting, on n'est pas présent en Espagne. Je n'ai pas un cabinet en Espagne, mais on a un partenaire en Espagne. Donc, ça veut dire qu'on peut l'aider à ouvrir une société, à faire de la comptabilité en Espagne. S'il veut aller ailleurs, aux Netherlands, en Hollande, est-ce que tu peux m'aider en Hollande? Oui, on peut t'aider en Hollande, etc. etc. Donc, c'est tous ces pays. Et donc, l'Arabie Saoudite, pareil. Donc, on a des partenaires qui... On a, aujourd'hui, en comptabilité, fiscalité, on a les gros cabinets comme KPMG et PwC qui sont présents partout dans le monde. Nous, on n'est pas KPMG aujourd'hui. Donc, on n'est pas présent dans 150, 200 pays dans le monde. Donc, j'ai créé justement ce réseau pour essayer d'offrir donc ces mêmes services à peu près que les gros cabinets, mais forcément beaucoup moins cher. Mais en tout cas, voilà, on est présent dans tous ces pays avec des partenaires qui sont reconnus. C'est très bien. C'est la mondialisation de ton business. Et tu as raison, parce que même nous, dans le consulting, c'est très compliqué, mais on essaie de le faire. C'est pour ça qu'on a créé une communauté qui s'appelle Café Crème Community et Café Crème Club, qui est un réseau de confiance. Moi, je ramène tout à la confiance. Un réseau de confiance mondial. Si demain, tu ouvres une boîte en Inde, nous, on a le contact, le plug qui fait que lui, il nous fait confiance, on lui fait confiance. On peut le présenter à nos consultants. Là, aujourd'hui, si tu parles de ça, forcément, les consultants, les personnes qui nous regardent, t'écoutent.
ils vont me dire, Imran, Chabir, j'ai entendu qu'il pouvait potentiellement avoir une piste en Australie. J'aimerais bien rejoindre sa commu. Bah, on mettra tous les contacts en fait, de ton business pour qu'il puisse te contacter. Et vous inquiétez pas, les gars, on va négocier avec Chabir, bien évidemment. Une petite réduction. Pas de problème, aucun problème. Mais c'est clair qu'on mettra à disposition. On est là vraiment pour aider les gens. Et par exemple, moi, je fais beaucoup de charities, donc des associations. Je travaille gratuitement pour ces gens-là. Voilà, parce que il faut aider son prochain. Voilà, moi j'ai commencé de zéro et je sais que c'est difficile quand on commence de zéro et qu'on n'a pas d'argent. Ouais, c'est clair. Tous les gens qui commencent. Et j'aide beaucoup les jeunes aussi. Moi, quand il y a des jeunes qui viennent, qui me disent, écoute, j'ai envie de créer une société, je le fais gratuitement. La comptabilité, la première année, elle est gratuite, quelquefois même la deuxième année. Après, si encore ça ne marche pas au bout de la deuxième année, c'est qu'il y a un problème dans le business. Mais en tout cas, j'aide les jeunes au niveau coaching. Parce que j'ai quand même aujourd'hui beaucoup d'expérience oui, c'est clair. En business, donc en marketing, etc. Comment faire du marketing, comment créer, développer son business en général. C'est pas simple. C'est clair. Quelqu'un qui commence, quand on parlait un peu avant de son premier client. Mais comment trouver son premier client. Le plus compliqué, c'est de trouver son premier client. Voilà. Et puis après, se développer. Et puis surtout aussi, essayer de voir comment on peut grandir aussi. Donc, soit se garder sur un même business, rester sur un même business, soit essayer de créer d'autres business en parallèle. Mais je suis d'accord avec toi. Saisir les opportunités et puis voilà, les développer. Je suis totalement d'accord avec toi. Et avant même qu'on travaille ensemble, tu nous avais donné des conseils, alors qu'on n'avait pas aucun lien de business entre nous. Donc ça prouve qu'effectivement, ce que Chabir dit, c'est réel. C'est que nous aussi, on a une communauté d'entraide, on l'appelle la communauté d'entraide de freelance. On a mis le terme entraide dedans pour dire qu'il n'y a pas d'aspect business dedans. Et par contre, il y a un aspect de confiance toujours. C'est-à-dire que si on vous donne des infos, on vous donne du contenu, c'est des contenus qu'on a fait valider nous derrière de notre côté. Donc le conseil que tu donnes, c'est que conseil first, business second, parce que c'est ça qui va ramener de la confiance auprès des gens, tu vois. Donc c'est clair. Alors, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Ça fait déjà 1 heure, tu vois, tu te rends pas compte. Je te disais, ça allait passer vite. Exactement. Chabir, c'est un expert IMO, les gars. C'est-à-dire que il n'est... Oui, compta, tout ça, c'est... Et deuxième dame de karaté, s'il te plaît. J'allais le dire, il a mis une ceinture marron aujourd'hui, mais c'est pas vrai. Il a une ceinture noire. Pour la partie Airbnb, tu sais que hier, incroyable, hier j'étais avec 2 Pakistanais, Mounib et Morsin, ils se reconnaîtront, petite dédicace à eux d'ailleurs. Il y en a un, c'est un expert Google Ads, super chaud, et son frère, c'est dans le développement, mais une niche dans le développement, et très, très, très... Hier, il était avec Saint-Gobain, il voulait le recruter en direct, bref. Pourquoi je parle d'eux? Parce qu'il me dit, Imran, moi, j'ai 4-5 missions en parallèle. Il ouvre ton temps libre là-dedans, là. Il me dit, attends, c'est pas fini. Et je gère 130 Airbnb. Je dis, mais c'est les tiens? Il me dit, non, je le fais pour des gens. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Ta mission, elle te rapporte déjà pas mal d'argent, t'en as 4 en plus. Il me dit, moi, j'aime le challenge. Il a développé une appli qui fait que machin, truc, bref. Et moi, je lui dis, mais tu sais que j'ai un ami à moi qui gère ses propres Airbnb, ses propres appartements. Et il est super host. Super host. Il m'a dit, il a eu la même réaction que Issa quand on a mangé ensemble la dernière fois. Ses yeux ont fait ça, ping, super host, je te jure. Il m'a dit, mais comment il l'a fait? Je sais pas. Ça fait des années qu'on est super host d'ailleurs. Ah, bah, explique-nous comment. Alors, super host, ça veut dire que sur Airbnb, on a 4,8 sur 5 en notation. Avec un minimum d'avis. C'est sur les avis. Donc, ça veut dire que si jamais tu as de mauvais avis, tu descends de la barre fatidique 4,8. Donc, ça veut dire qu'il faut être vraiment au top du top. Okay, d'accord. Okay. Et Airbnb, c'est compliqué. Je le fais depuis très longtemps. Très compliqué? C'est compliqué. C'est parce que vous avez des gens qui vont venir voir, ils vont vous dire, l'oreiller qui est sur le lit, il est trop mou. Et l'autre personne va dire, ah oui, mais il est trop dur cet oreiller. Vous voyez? Donc c'est compliqué soit j'ai trop chaud, j'ai trop froid, à 22 degrés dans l'appartement, 21 degrés, j'ai trop chaud, j'ai trop froid. Donc il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. L'autre fois, il me dit, oui, mais votre cuisine est trop grande. Pourquoi vous avez une cuisine trop grande? Il me met ça en commentaire, votre cuisine est trop grande. Ou la lumière de la douche, elle est un peu tamisée. Mais oui, mais attendez, c'est normal. Mais en fait, voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Et il faut s'assurer que l'appartement, il est bien. Sans être super luxueux, mais quand même, il est bien. Qu'il y ait tout dans l'appartement, qu'il soit complètement meublé. Qu'il y ait machine à café, etc. Voilà, toutes ces choses-là. Tu offres les doses. C'est quand même l'hôtel.
Voilà. T'offres le dosette, les bouteilles d'eau. Oui, voilà. Pas nécessairement. On n'a pas besoin de bouteilles d'eau, mais au moins qu'il y ait, que ça fournit, quoi. Donc, il y a les cuisines, il y a la cuisine fournie, il y a les couteaux, il y a les fourchettes, tout ça, il y a les poêles, etc. Qui soient propres, bien entendu, parce que personne n'avait dans un appartement sale. Et puis surtout, mais c'est pas suffisant, parce qu'il y a toujours le petit plus. La personne qui vous envoie un message parce qu'il y a un petit problème, il faut répondre tout de suite. Et c'est vrai que quand je voyage, là, par exemple, j'ai 4 heures de décalage. Quelquefois, je suis arrivé un peu longtemps, juste au cas où il y a des messages, je pourrais répondre. Donc, c'est un métier qui est compliqué. Et puis, quelquefois, il y a des avis et on va toujours avoir des avis négatifs. Donc, c'est savoir gérer ces avis négatifs. Okay. Quelquefois, on leur donne, je ne sais pas moi, je leur donne un restaurant gratuit, un petit déjeuner gratuit parce que pour une toute petite chose pour laquelle ils ne sont pas contentes. Donc, ça arrive. Malheureusement, c'est des choses, c'est la vie. D'accord. Je disais, l'autre fois, une personne qui voulait marcher les pieds nus et me dit, oui, mais l'appartement, mais non, mais il est propre à l'appartement, il marche les pieds nus toute la journée. À un moment donné, forcément. Ah oui. Non, mais tu vois, il faut mettre, je sais pas, mais il faut mettre des sandales. Mais ah oui, mais je marche les pieds nus. Mais oui, mais on passe à serpillère, mais j'en sais rien, moi, pourquoi des pieds sans, j'en sais rien. En plus, pieds nus, forcément, c'est humide. Oui, mais alors, il te met des commentaires négatifs en disant que j'ai marché dans l'appartement, alors que nos appartements. Donc, en tout cas, voilà. On fait très, très attention à tout ce genre de choses. Et les appartements que j'ai en France ou en Angleterre, on est à plus de 4,8%. Donc, on est quand même super, super os, quoi. Magnifique. Et vous savez quoi? Pourquoi je veux parler de ça? Parce que grâce à Chabir et grâce à ces appartements, vous proposez les appartements de Chabir pour la commune Café Crème qui souhaite aller dans le sud. Sud de la France. Sud de la France. Donc, je tairai la ville, mais on va le mettre. Ceux qui veulent aller voir les matchs du Red Star, parce qu'on est partenaire Red Star, donc un petit appartement juste à côté du Stade Bauer, j'ai vérifié et tout ça. En Angleterre, on sait que l'Angleterre, c'est archi cher. Pour les gens qui vont souvent, quand on cherche un Airbnb, tout de suite, le gars, il te dit 1 000 € la nuit. Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et c'est tout. Je crois que c'est France et Angleterre. Voilà, principalement ça. Et puis, je fais aussi, là, j'ai développé aussi notre bureau. Donc, on avait acheté, en fait, un bureau de 400 mètres carrés qui était très vieux. Et donc, on l'a complètement rénové. Il a fallu quand même 8-9 mois pour le rénover. Et là, on a des bureaux neufs très, très beaux, très jolis. Voilà, magnifique. Où on commence à louer maintenant parce qu'on ne va pas utiliser 400 mètres carrés. Donc, c'est pour notre équipe. Et puis, les autres bureaux sont en location. Donc, je connais aussi la partie résidentielle, la partie commerciale. Et puis, surtout aussi la fiscalité immobilière. Parce que c'est important. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait justement un webinaire sur la fiscalité immobilière anglaise. Okay. Donc, les gens français ou qui que ce soit veulent acheter en Angleterre, au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous retrouverez tous les liens pour contacter Chabir qu'on vous mettra sur le lien du podcast, en description. Et sachez que Chabir et Euro Accounting sont nos partenaires privilégiés pour la France et l'Angleterre. Que tout ce qu'on fait en Angleterre est validé par Euro Accounting. Et que tous nos futurs business, parce qu'on a d'autres business encore, si on ne dort pas, nous, que ce soit dans l'industrie, dans l'IT, passeront par Euro Accounting. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un partenariat win-win de trust. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Même une consultation, c'est gratuit, une consultation? Oui, c'est gratuit, la consultation, tout à fait, ouais. Voilà. Donc, vous prenez rendez-vous, vous avez un meet, vous posez vos questions. Voilà. Chabir, ici, il y a une autre chose aussi. On fait beaucoup les visas aussi aujourd'hui. Okay. Donc là, on crée les sociétés, par exemple, à Dubaï. Régulièrement, chaque année, ça dépend en fait de comment on a acheté les visas au départ, mais tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut renouveler les licences et les visas. Donc ça, on le fait aussi. Alors, donc, quand tu parles de visas, c'est pour... à Dubaï. À Dubaï. Okay. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on est à IFSA. Donc personnellement, j'ai mon bureau à IFSA. Et puis aussi, on travaille avec d'autres endroits aussi dans lesquels on crée des sociétés. Okay. Donc tout cela, on le fait. Et puis là, on fait aussi, par exemple, pour les Émiratis, les gens qui sont ici ou ailleurs dans le monde, qui souhaitent s'installer en Europe, on les aide pour leur visa aussi, obtenir leur visa. Ok, magnifique. Voilà, donc ça, on fait pour le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Hollande. Voilà, pour l'instant, c'est ces 4 pays. Donc les gens qui veulent aller là-bas... Aujourd'hui, on a besoin de visa pour vivre dans un pays. Oui. Alors, c'est visa quoi? Visa business ou visa touriste? Non. Business. En général, touriste, on est là pour 3 mois, moins de 3 mois, donc on vient, on n'a pas besoin de visa. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent faire du business. Ok. Très bien, ça c'est une bonne chose. Parce que moi, est-ce que tu fais aussi pour les... tu sais, il y a un afflux de talents maghrébins, genre Maroc, Tunisie, Algérie, dans l'IT. Énormément d'ingénieurs IT qui sont présents en France aujourd'hui viennent de ces 3 pays-là. Et bien sûr aussi le Sénégal et tout, je n'oublie pas. Et on a ce qu'on appelle le passeport talent et l'introduction.
Oui, ça on tu fait le fais. tout cela aussi, ouais. Ah, magnifique, Tout à ok. fait, ouais. Ok, bon, on parlera ensemble, ça c'est un truc Ah ouais. qu'on va développer. En tout cas, bah, écoute, merci beaucoup Chabir Je t'en prie. d'avoir accepté l'invitation. 1 heure, c'est passé très vite. Exactement. J'ai l'impression qu'on n'a pas tout abordé, mais... Il y a encore beaucoup de choses. Et c'est qu'en tant C'est qu'entrepreneur, tous les jours, c'est un peu comme toi, c'est que tous les jours, on se réveille le matin et on cherche de nouvelles idées d'entrepreneuriat. C'est un challenge, en fait. Ouais. C'est un challenge, c'est-à-dire qu'on est là comme ça, et puis il faut se dire, tiens, demain matin, qu'est-ce que je vais faire comme business? Après, une chose qui est importante, tous les business ne marchent pas. Il ne faut pas croire que tout ce qu'on va faire... moi, j'ai commencé des business, il y a des choses qui ont marché, d'autres un peu moins. Mais c'est la vie, de toute façon, voilà. Et puis, on se développe, et puis on crée d'autres business, et puis on crée d'autres business, et puis voilà. Ça ne s'arrête pas, c'est exponentiel. Exactement. On ne peut pas partir à la retraite, entre non, guillemets, non. parce que... Vous inquiétez pas, il sera toujours là et il va nous conseiller. Et vous retrouverez l'actualité de Café Crème sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Chabir. Et si vous voulez une consultation plus freelance, ça c'est l'équipe à Nassir, Adil et toute l'équipe de Saint-Germain. Et moi je suis à Dubaï. On se retrouve avec peut-être Chabir dans un épisode 2, épisode 3, épisode 4. À chaque fois que tu es revenu, en tout cas, t'es le bienvenu chez nous. Avec plaisir. Et on se dit à très bientôt. Merci, ciao les gars. Merci, au revoir.